Oublie toutes les peurs, tu vas y arriver. Fonce et n'essaye pas de faire plaisir à tout le monde. Pense un peu à toi. Anthony Cavana, le showman incontournable de la scène francophone, nous révèle les secrets de son parcours et les clés de son succès. Le jour de la mort de ma mère, j'étais sur scène. C'est là où ce métier est très très difficile. Déjà, t'es seul sur scène, mais tu dois faire rire les gens, même quand toi, tu as de la peine. Ce que personne ne sait, c'est que t'es épuisé. Épuisé. Je suis un zombie. Je vais voir plusieurs médecins qui aggravent la situation. À l'intérieur, t'as l'impression d'être en prison. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir à faire une sorte de voyage intérieur, un travail sur toi-même. J'ai pu avoir une conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis longtemps. J'essaie toujours de voir le bon côté. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Je ne retiens plus cette sensibilité-là. J'ai perdu des contrats parce que j'étais noir. Ça t'a blessé? Ça me blessait, puis en même temps, mon orgueil, c'est on y va. L'ambulance vient me chercher parce qu'on pense que je fais un infarctus cardiaque. Je suis sorti de là, je dis qu'est-ce que je dois apprendre? C'est quoi le message? Tu es plus fort que tu ne le penses. À 16 ans, j'avais fait un plan de carrière. Je dis, OK, 23 ans, je vais être à Hollywood. Tu te dis, ça y est, là, c'est le décollage pour moi. Je veux être d'inconnu à l'Olympia en moins d'un an. C'est quoi la recette du succès pour y arriver? Je bossais. Je savais qu'il fallait que je sois en forme physiquement. Dans les deux cas, tu fais planer les gens. Bravo! Ah, Bravo! Oui! Bravo! Oh, j'adore! Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Salut, ici Anthony Cavana avec Franck Nicolas. Ah, tu l'as bien fait, je trouve. Ah, j'adore! Ladies and gentlemen, this is Anthony Cavana, and I'm here with Frank Nicholas. Comment ça va, camarade? Ça va très bien, content. Comment on dit? Mon chum. Mon chum. Chanteur, artiste complet, coach, conférencier. Il n'y a plus de limite dans la capacité de trouver un vecteur pour redonner. Déjà, j'aime pas les cadres. Ouais. Je crois que toi non plus. Toi non plus. J'aime pas les cadres et j'ai de la difficulté avec les étiquettes. Ouais, la seule que j'accepte, c'est showman. Parce qu'un showman, c'est quelqu'un qui fait le show. Donc, je peux faire le show en étant un humoriste, en chantant, en étant un acteur, en faisant ci, en faisant ça, mais je peux faire le show. J'ai 19 ans, ça doit être le 11 ou le 12 juillet 89. Non, tu te rappelles de la date? Et oui, cette journée-là, j'ai commencé ma carrière professionnelle, là. Cette journée-là. Qui était Anthony à l'âge de 10 ans? Alors, j'ai 10 ans, je vis en banlieue de Montréal. Mon père est enseignant. Ma mère, à l'époque, elle est chef de département. Oui. Ma mère est arrivée à Montréal. Elle avait 2 enfants. J'ai beaucoup d'admiration pour mes parents parce qu'ils arrivaient d'Haïti. Ils ont fui le duvalierisme. Ils sont allés en Afrique 2 ans. Mon père enseignait à Kinshasa. Après, ils ont fait Kinshasa, Montréal, Alma. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Québec, c'est à 5-6 heures de voiture de Montréal. C'est la bonne voiture. Et il fait fret en tabarnak. donc, ils sont passés de 40 à moins 40. Ils sont arrivés une main devant, une main derrière. Ils sont arrivés là-bas. Et puis, le Québec, on a appelé ça la Révolution tranquille. Ouais. C'est qu'on est passé du système religieux au système laïque. Donc, ils avaient pas d'enseignants laïcs. Donc, ils ont fait venir plein d'étrangers, dont mon père qui, à l'époque, enseignait l'anglais et l'espagnol. C'était l'exposition universelle en 67 à Montréal. Donc, waouh, ils arrivent, ils voient tout ça, ils vont à Alma. Je leur posais la question, je dis, comment c'était? Est-ce que c'était hyper raciste? Ils disent, non, on était des stars. Ils disent, ils avaient jamais vu de noir de leur vie. Donc, Anthony, 10 ans. Monsieur digression. Je fais rire mes amis. Je suis pas le clown de la classe. Et une pièce de théâtre aussi. J'ai eu le premier rôle. Je jouais un champignon. Donc, c'est singulier. Tous mes amis se sont moqués de moi parce qu'on était en collant. J'avais un col en verre avec t'es une fille. Mais à 14 ans, tu fais ton premier spectacle d'humour. Mes amis me poussaient à y aller à 13 ans. J'avais pas le courage d'y aller. L'année d'après, il y a les auditions, je repousse les auditions. Et là, la prof de français et théâtre qui faisait la mise en scène du show, elle a dit, bon, demain midi, t'es le dernier qui a pas passé l'audition. Demain midi, tu viens, sinon, tu fais pas partie du show. J'avais jamais écrit de numéro, je suis chez moi la nuit, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi écrire. J'ai pris une fiche, j'ai écrit 5 sujets et dit, je vais improviser là-dessus. J'ai écrit ah non, mais t'avais un don. 5 sujets. Donc, je suis arrivé sur scène. OK, je vais parler de ça. Donc, je monte sur scène. Et là, le premier rire. Ah! C'est quoi ça? Après, encore des rires. Les gens morts de rire. Je me vois sur scène, ils sont là en train de rigoler. C'était nourrissant, ça. Et là, je sors de scène, je dis, waouh, c'est génial de faire du bien aux gens. Les gens rigolent, puis c'est moi qui les fais rigoler. Puis je suis sorti, j'ai fait, voilà.
c'est ce que je veux faire dans la vie. Il n'y avait pas d'autre choix, c'était ça. Il n'y a pas d'autre choix, c'est ça. T'étais dans ton X et that's it. Voilà. Ouais. J'ai eu cette chance-là, très jeune, de trouver ce que je voulais faire. Surtout que tu te poses des questions à cet âge-là. Mais on veut que tu choisisses à 14 ans déjà ce que tu vas faire dans la vie, ce qui est une connerie. Je voulais être ingénieur en aéronautique avant, la veille, et le lendemain, humoriste. Dans les deux cas, tu fais planer les gens. Bravo! Bravo! Oui, Bravo! quand même! Bravo! À 19 ans, donc ça y est, là, la carrière, elle commence. Oui. Mais maman te dit, OK. Mais papa te dit, attention, si à 22 ans, tu gagnes toujours pas ta vie... En fait, c'est le deal que j'ai fait avec mon père. Mon père fait, mon fils, le showbiz. Non, quand tu vas devenir un drogué homosexuel, c'est pas vrai. C'est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, ma mère m'a dit, fais ce que tu veux, mais fais-le bien, parce que ma mère, elle aurait voulu être chanteuse lyrique. Puis, c'était l'artiste, finalement, dans l'âme, la maman? Oui, je me souviens quand j'étais très jeune, elle prenait des cours de chant, elle chantait très, très bien, chanteuse lyrique. Et puis, bon, à 16 ans, j'avais fait un plan de carrière. Je dis, OK, 23 ans, je vais être à Hollywood. Il y a 19 ans, je vais être professionnel, telle chose. 23 donc, à 23 ans, un garçon super structuré, quand même. Je veux dire, planifié comme ça, je serais... Hyper ambitieux. Je dirais pas structuré. Je m'entourais de gens structurés. D'accord. Comme je savais que j'étais pas hyper structuré, je trouvais des gens qui étaient structurés à ma place. Donc, t'étais déstructuré, mais ambitieux. Voilà. Exactement. Je faisais la première partie de Céline Dion pendant 2 ans. Donc, en français, au début. Puis après, Céline sort son album en anglais. Là, c'est quand même un gros saut en avant de faire la première partie de cette star mondiale. J'ai fait Julio Iglesias, Natalie Cole. En 1989, tu remportes l'audition de Juste pour rire. Ah oui, les auditions Juste pour rire, c'était... à l'époque, c'était un gros truc. Chaque année, ils choisissaient les 2 meilleurs nouveaux humoristes. J'ai gagné à Montréal, ce qui me permettait de faire mon numéro dans un gala télévisé de Juste pour rire. Et donc là, on est en 1992 et boum! Alors là, c'est le gros boom, c'est-à-dire que tu fais la première de Céline Dion. Comment on arrive à faire la première de la star mondiale? Il y avait 2 humoristes qui faisaient sa première partie et les 2 préparaient leur premier one-man show. Donc, un des 2 était... On était amis. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai 4 dates où je peux pas être avec Céline parce que je suis en train de roder mon nouveau spectacle, blablabla. J'y vais. René fait, en tout cas, Anthony, c'est bon. T'es bon. T'es très bon. Il dit, si j'avais pas Céline, je t'aurais pris, mais je m'occupe juste d'une artiste. Je t'aurais pris parce que t'es drôle, c'est bon. C'était un bon compliment, hein? Ah oui, j'étais hyper touché. J'étais wow. Et donc, quand ils ont quitté la tournée de Céline, René m'a dit, mais Anthony, on aimerait ça que tu viennes, puis tu vas faire toutes les dates. Donc, je fais toutes les dates en français. Céline sort son album en anglais au Canada. Boum, carton. Il dit, on part en tournée. Il dit, Anthony, on part en tournée à travers le Canada. On veut que tu viennes avec nous. Là, je dis, mais j'ai jamais fait d'anglais. Je voulais en faire, mais je dis, j'ai pas de show en anglais. Il dit, ben, t'as 2 semaines. T'as fait la première aussi de Vous les femmes. Julio Iglesias. C'est pas la même chose avec Julio. Avec Céline, René disait, je veux que tu sois le meilleur. Je veux que tu ailles à fond. Et avec Julio, je veux que tu sois le moins visible. Avec Julio, après le premier soir, son producteur est venu me voir, puis il a fait, tu redescends. Et moins d'énergie, puis je veux que tu sois moins bon le lendemain. Non, mais non, arrête. Parce que là, dans les critiques, on disait la première partie était meilleure que le show et que la mise en scène de Julio, dans ce show-là, il était devant un pied de micro, et il bougeait pas, il se caressait. Bon, oh les femmes, to all the girls I love before. Tout le long, toi, c'était que ça. Donc, ils ont dit, t'en fais moins. Je dis, je prends l'avion, je laisse mon ego au milieu de l'Atlantique, et je dis, je vais apprendre à connaître les Français. Donc, pendant 1 an, je venais 1 à 2 fois par mois pour apprendre à connaître la culture française. T'arrivais de Montréal, tu te posais à Paris et tu faisais quoi pendant 1 semaine? J'allais au resto, au théâtre, cinéma, je marchais dans les parcs, dans les rues, et j'observais, je posais des questions à tout le monde, aux chauffeurs de taxi, j'observais, je voulais comprendre. Je fais ça pendant 1 an, on arrive en 1er octobre 98, je monte sur scène au Trévise, et puis pouf, c'est parti comme une traînée de poudre. Après 3 semaines, on était rempli de payants. C'est comme ça que tu as rempli l'Olympia. En moins d'1 an. Un autre objectif. Incroyable. Qu'à l'époque, je veux faire l'Olympia en moins d'1 an. Puis à l'époque, l'Olympia, c'est pas toi qui décidais de faire l'Olympia. C'est l'Olympia qui te choisissait. Il y avait un directeur artistique qui s'appelait Jean-Michel Boris et c'est lui qui disait, t'étais comme adoubé, maintenant tu es digne de l'Olympia,
Je vais quasiment le premier Québécois. J'ai dit en moins d'1 an, je veux le faire. Je veux être d'inconnu à l'Olympia en moins d'1 an. Là, tout le monde, mais t'es fou, ça n'arrivera jamais, En 51 semaines, moins d'1 an, à 30 ans, tu fais l'Olympia. Mais c'est quoi la recette à ce moment-là? C'est quoi la recette du succès pour y arriver? Je savais qu'il fallait que je sois en forme physiquement. Donc, j'ai engagé un coach. Je courais 1 heure par jour. J'étais en pleine forme. Je dis, je vais devoir tenir le rythme. Je savais que j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 1 an. Je faisais les shows et je faisais de la promo non-stop toute la journée, lundi, mardi, même les jours de semaine. Le soir, je rencontrais des gens après les shows. Mon planning, c'était simple. Je m'endormais à 4 heures du matin et je me réveillais à 10 heures. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je bossais. Mais pendant cette année-là, ces 51 semaines, tu vivais de quoi? Mais des spectacles. J'étais sur scène tous les soirs. 5 soirs semaine. Et puis les 2 jours off, je faisais de la promo. La télé. Donc, je me préparais, j'ai observé la télé française de l'époque. Je dis, OK, comment ça fonctionne? À l'époque, tu avais 10 invités, des fois 12, et tu avais un animateur télé. Là, maintenant, tu as 10 chroniqueurs et un animateur et un invité. Là, c'est l'inverse. Tu as plein de chroniqueurs, puis là, tu te fais tirer dessus de chaque boîte. Ah ouais. Mais à l'époque, tu avais une dizaine d'invités, et là, j'ai fait, aïe, aïe, aïe. Là, je suis avec une douzaine de gens connus. Comment je vais tirer mon épingle du jeu? Je suis inconnu. Donc, il faut faire le show. Il dit, tu dois faire le show tout le temps. Je demandais à mon attaché de presse de demander à la prod, déjà, je voulais savoir, je dis à qui je m'adresse? Qui regarde cette émission? Ils ont quel âge? 2, de quoi on va parler? Quels sont les sujets qu'on va aborder dans le truc? Donc, je regardais tous les sujets et j'avais un auteur québécois que j'ai engagé. J'ai dit, j'ai besoin de 2 à 3 vannes pour chaque sujet. J'ai dit, je suis très bon en impro. Moi aussi, de mon côté, je vais écrire, mais je dis, je suis très bon en impro. Mais si je trouve pas la vanne, parce que j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est, alors, Élie, vous en pensez quoi de cette vidéo? Et toi, c'était comme ça. Donc, et Anthony. Donc, il fallait que j'ai 10 secondes. Là, j'ai 10 secondes. Si je fais, il est nul, lui. Clac. Donc, entouré de stars connues, j'ai 10 secondes. Il faut que, à chaque fois, faut le punch. Dans le punch. Donc, si je trouvais pas un truc improvisé. J'avais dans ma poche 2 à 3 vannes qui étaient prêtes sur le sujet. Paf! Là, il disait, putain, quel bon client. Il a toujours un truc. Donc, t'as super préparé. Oui. Rigoureux, en fait. Ouais. Donc, structuré, pour le coup. Oui. Là, pour ça, oui. Non, mais, vous voyez, quand on décortique une modélisation de succès, et Anthony sait très bien ce que ça veut dire, mais c'est incroyable de voir à quel point l'homme qui est un titan dans son métier n'y est pas arrivé par hasard, les mains dans les poches, et préparation sportive, 5 soirs par semaine, préparation avec un auteur. Enfin, c'est un conditionnement pour des Jeux Olympiques, finalement. Il faut roder. Les gens ne réalisent pas tout le boulot qu'il y a pour la création d'un spectacle d'humour. Chaque spectacle, tu dois dire, OK, comment je peux surprendre le public? Et ma recette, ce que j'ai découvert avec le temps pour rester pertinent et de garder aussi l'amour de ce métier, c'est de dire, je dois donner 50% de ce à quoi le public s'attend et 50% de nouveautés. Je leur dis, bon, je vous ai donné le biscuit, vous pensez à moi, vous pensez à ça, je vous donne le biscuit, maintenant, venez avec moi, on va explorer autre chose. J'ai trouvé que c'était ça la méthode parce que j'ai vu que si tu fais un 180 degrés, tu les perds. Parce que, mais t'as pas fait ça. Donc, c'est trop, ils sont déstabilisés. Si tu fais la même chose tout le temps, ils s'ennuient. Okay. Donc, j'observe aussi les autres, j'observe les autres. Pour garder l'amour de ce métier, pour garder la passion, en fait, j'apprends des choses nouvelles et je les transmets. Et c'est là où le 2001-2006, on te voit partout à la télévision. T'as même animé les Energy Music Awards. Oui. C'était énorme. Donc là, c'est l'explosion de la carrière. La consécration, finalement. C'était énorme. Les Energy Music Awards, c'était le plus gros prime. Toutes les stars venaient à l'époque aussi. Les Energy Music Awards, la première année, c'est Ophélie Winter qui présente. On me dit, Anthony, on aimerait que tu co-présentes avec elle. Alors, j'ai rien contre Ophélie. Je dis seulement, encore une fois, je sais ce qui va arriver. Si ça ne marche pas, on va dire que c'est de ma faute parce que c'est Ophélie la star. Si ça marche, je veux être responsable. Et si ça marche pas, je veux être responsable. Je vais assumer le fait que ça n'a pas marché. Donc, j'ai dit, je n'irai pas. Je veux pas co-animer. Laissez-la animer seule. Ils ont dit, mais est-ce que tu veux remettre un prix? Je dis oui. Je prépare un numéro. Je remets le prix. Carton. Ça fait rire. J'étais content. J'étais tout fier. Yes. Et je vais m'asseoir dans la salle. 5 minutes après, il y a un assistant de prod en panique qui vient de voir Anthony, il y a un des remettants qui s'est pas présenté. On a vu que ça a marché ce que tu as fait tout à l'heure. La prod me demande si tu peux venir improviser
quelque chose parce que là, on doit remettre un prix. Donc, il y avait une comédienne qui faisait Lara Croft, mais le jeu vidéo, à l'époque, il n'y avait pas encore les films, puis elle n'avait pas le droit de parler. Elle faisait juste... yeah! Est-ce que tu peux nous sauver? Là, je fais... OK. J'étais jeune et con. Je fais un truc, c'est passé... allez, je dis pas, ça n'a pas été un carton, c'est passé. J'ai sauvé les meubles. On va dire que j'ai sauvé les meubles. Et ça a impressionné la prod. Ça a impressionné le producteur qui était Gérard Louvain, qui était aussi mon producteur. Il a réussi à convaincre Étienne Moujotte, qui était le patron à l'époque de TF1. Il a dit, t'as vu ce qu'il a fait? Il a fait ça a cartonné. On est allé le chercher, il a improvisé, blablabla, blablabla. Je crois que l'année prochaine, c'est lui qui devrait animer. Il a réussi à le convaincre. Étienne Moujotte, le premier soir, là, quand j'étais sur scène, il était comme ça dans les coulisses. C'était la première fois qu'un noir animait. Et puis, on me le disait, puis je dis, mais on s'en fout, on est en 2001. Je dis, pourquoi vous me parlez de ça? Animait un prime à TF1. Et lui, dans sa tête, flippait et disait, les Français vont changer de chaîne. Et là, je cite, il avait peur que Joe en Corrèze, dans sa caravane, change de chaîne parce qu'il va avoir un, c'est qui, clac. Et ça a été un carton. Certains artistes, que je ne nommerai pas, grands artistes hyper connus, qui appelaient Louvain et qui lui disaient, ah non, tu vas pas mettre un humoriste pour présenter ce genre de soirée, il va pas savoir nous présenter, il va se foutre de notre gueule, il va être mauvais, il faut un Foucault, il faut un vrai animateur, blablabla. Bla, bla, bla. Et il dit non, ce sera lui. Et c'était une expérience formidable. Tu dis que dans ta carrière, il y a des rôles ou des projets que tu n'as pas eu en raison de ta couleur. Oui, c'est arrivé. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué en France, mais à l'époque, on me le disait assez cash, hein. On me le disait à l'époque, tu es trop noir, tu es trop américain, non, les gens vont pas comprendre si on met un noir, non, ça n'existe pas un médecin noir. Et donc, j'ai même eu des soucis au Québec aussi, où j'ai perdu des contrats parce que j'étais noir, des contrats où j'ai, exemple, je peux donner 2 exemples, un contrat Pepsi, pour une pub Pepsi, grosse pub nationale, gros truc, le jour du tournage, le président de Pepsi Canada appelle la prod. Je me souviens, c'était le matin, j'allais tourner la pub. On m'a choisi, tout. J'ai fait le pilote. Tout le monde est content. Puis il dit, je veux pas de noir dans ma pub. Pour une marque de voiture aussi. Pontiac, à l'époque, c'était une marque américaine. Même chose, je suis choisi, on y va. Et puis le mec, un VP marketing, non, on veut pas de noir dans la pub. Donc ça, c'est arrivé au Québec, c'est arrivé ici aussi. Le milieu artistique est censé être très ouvert, quoi, à la base. Mais à l'époque, on sous-estimait les Français, toujours. En disant, ils vont pas comprendre. Là, j'ai eu plusieurs réunions lunaires comme ça où je prenais le producteur puis je dis, viens. On va aller à la fenêtre, là. Regarde en bas. Tu vois les gens, là? OK, regarde. 2 Arabes, 2 Noirs, 3 Blancs, un Asiatique. Tout ça, ce sont des Français. Eux vont comprendre. C'est ça la France d'aujourd'hui. Il dit, je connais mieux la France que toi. Je dis, je l'arpente nord, sud, est, ouest depuis toute l'année. Il dit, je la connais mieux que toi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Non, tu comprends pas. Ils vont pas... Ce qui est des conneries. Le Français, comme tous les publics, il aime ou il aime pas. Mais les décideurs, eux, se prennent la tête et voilà. Ça t'a blessé? Oui, bien sûr. Ça me blessait, puis en même temps, mon orgueil, c'est on y va, on tente, on va frapper aux portes, OK, mais ils viennent pas à moi, mais je vais écrire des projets, je vais présenter des projets, on va écrire des synopsis, on va écrire un scénario, on va faire ci, on va... Et d'où vient cette faim que tu as en toi? L'ambition, c'est une bonne question. D'où elle vient? Mes parents m'ont toujours dit, sache que parce que t'es haïtien, parce que tu ressembles pas, quand j'étais gamin au Québec, tu ressembles pas à la majorité des gens, il y aura des périodes de ta vie où tu vas devoir travailler 2 fois plus ou être 2 fois meilleur pour arriver au résultat. Donc, il y avait le côté haïtien très fier, pas bien République noire, machin. Quand j'allais quelque part, moi, je n'y pensais jamais. Je pensais jamais à cette différence-là. Je dis, j'y vais, puis je fonce. J'y vais, je fonce. C'est les autres qui me rappelaient. C'est la société qui me rappelait à chaque fois que j'étais différent. À la télé, on me montre que je suis différent ou ce que j'entends, que je suis différent de la majorité. Hein, mais jamais, moi, je pensais à ça. Heureusement, les choses ont changé maintenant en France. Il y a eu des grands pas. Il y a eu Omar Sy qui a ouvert des portes. Mais Omar galérait au cinéma avant. Omar et Fred, c'était Fred qui tournait. Pas Omar. Puis Omar a eu ce rôle magnifique dans Intouchable. Et c'est ça qui a
qui ont ouvert les portes pour lui. Maintenant, il est aux États-Unis, il fait des films internationaux, il est formidable. Est-ce que tu dirais que cette façon de te relever après avoir eu un genou à terre vient aussi tout jeune d'avoir été différent dans une société qui lui ressemblait pas? En humour, t'es toujours en remise en question. Un humoriste est tout le temps en remise en question. On réécrit le show. T'es un vendeur de vannes, tu vends des gags. OK, ça marche pas. OK, je dois réécrire. Ça marche, vous l'aimez? OK. Tout le temps en remise en question. Un chanteur peut s'appuyer sur ses succès passés, pas un humoriste. Un humoriste, à chaque show, faut tout refaire. On se forge une carapace aussi, parce que chaque soir, tu montes sur scène et t'as la prétention de dire aux gens, je suis drôle. Chaque soir, tu montes sur scène, puis tu peux être humilié publiquement. Oh, wow. Chaque soir. Chaque soir. On l'a tous vécu, les humoristes, un soir où il n'y a pas de rire. Ça m'est arrivé quand j'ai débuté. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah, c'est l'enfer. Ça m'est arrivé 2 fois, puis c'est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. 2 fois où c'était des galas privés à chaque fois. Il y en a un où je monte sur scène, c'est un dîner, personne qui m'écoute. Déjà, ils étaient 3 heures en retard, donc j'attends 3 heures. Et la table qui était devant la scène, j'ai regardé, ils étaient comme ça, puis ils étaient gênés, puis ils me regardaient, ils avaient honte, puis ils avaient pitié de moi, ils me regardaient là, cling, 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 cling. À un moment donné, je fais un bruitage très fort, cling, cling, cling. Oh, le cauchemar! J'ai vécu les mêmes expériences dans des conférences. C'est l'enfer. Les repas, conférences, à la fin, je dis, moi, j'y vais pas. Ou alors, avant le repas. Non, c'est après le repas, ils ont fini. C'est l'enfer. Je veux pas entendre une fourchette, un truc. C'est après le café, clac. Pour la santé mentale, pour notre bien-être, pour le besoin d'énergie dont on a besoin en retour du public, c'est l'enfer. Tu tournes en permanence, tu fais des soirées, tu fais des galas, tu fais des spectacles et tu tournes, mais vraiment t'es au top. Sauf que ce que personne ne sait, c'est que t'es épuisé. Je suis un zombie. Je vais voir plusieurs médecins pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. On me prescrit plein de médicaments, mais qui aggravent la situation. Tu penses que c'est le stress à ce moment-là? Oui, tu penses que c'est le stress. Je suis en burn-out. Antidépresseur, ça te fait prendre 20 kilos. Tu comprends pas, je dis, mais pourquoi je devrais pas être déprimé, tout va bien. Ah ouais, 20 kilos. Et c'était l'apnée du sommeil. C'était l'apnée. Finalement, diagnostic, je suis en Suisse chez mes beaux-parents et l'ambulance vient me chercher parce qu'on pense que je fais un infarctus cardiaque. L'ambulance vient me chercher, j'ai tous les symptômes de l'infarctus, j'ai le bras qui me fait mal, les spasmes, tout. J'arrive aux urgences, putain, j'étais dans le sous-sol, je dis, putain, je vais crever comme ça. On dit, ben non, ce n'est pas un infarctus, c'est une crise d'angoisse aiguë. J'arrive à Paris, je vais voir une pneumologue et elle me dit, je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner. Oh, wow. Elle dit, ça doit faire 20 ans que vous faites de l'apnée. J'avais la capacité pulmonaire d'un mec qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Vous ne dormez jamais. Elle a dit, vous descendez à 1 cycle et demi. Mais non. 1 cycle et demi, donc en fait, vous ne faites que perdre connaissance. Vous perdez connaissance, mais votre corps, tout est encore allumé. Tout est la nuit, le cœur bat, toute la nuit à 120, 130, toute la nuit. Donc je me réveillais le matin, j'étais plus fatigué que la veille. Ça prenait entre 1h30 et 2 heures pour me réveiller. Mais comment tu faisais pour tenir? Perte de mémoire, j'ai même fait des hallucinations. Et elle me dit, mais vous faites de l'apnée du sommeil. On m'a appareillé. Alléluia. Ça a tout changé? Ça a tout changé. La prochaine fois, c'est surtout ça qui m'a fait peur. Avant de me dire tout ça, elle m'a dit, oui, votre petit séjour aux urgences, elle dit, la prochaine fois, ça va être le vrai infarctus. Et j'ai vu votre corps, la prochaine fois, c'est le vrai. Elle a dit, vous êtes 10 ans plus vieux que votre âge. Et ça a pris 2 ans pour retrouver 2 ans pour que les hormones, tout ça, soit au niveau de mon âge. Ça a pris 2 ans. Mais comment tu as fait pour tenir toutes ces années? Je me souviendrai toujours, je suis allé voir Pierre Richard, une idole de jeunesse. C'est l'idole de ma femme. Je suis au 3e rang, pile devant lui, puis tout le long de choses. T'en pouvais plus, ouais. Puis elle me donne des coups, puis elle a honte, puis elle me donne des coups. Et il dit, Anthony, il a pas aimé le show. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'arrive pas à résister. Et dès que j'étais dans un cinéma ou un théâtre, je me sentais bien, détendu, je suis chez moi. Donc je m'endormais encore plus. Je suis à la maison, donc. Donc t'as d'autant plus de mérite que t'as fait toutes ces prouesses.
T'imagines quand même, ton parcours, il est incroyable. Mais c'est l'énergie de la jeunesse qui m'a permis d'avancer. Et après... Puis la niaque, la fin La aussi. niaque, la fin. Puis après, c'est que le corps a fait « j'en peux plus ». Ça veut dire que là, t'es passé à côté de pas mal de projets. Tu dis même que parfois, certains ont même un peu abusé de toi, profité de toi. Ah oui, parce que tout devient une montagne. Tout devient une montagne. Puis tu combats la dépression, puis t'es épuisé, puis là, t'as plus confiance en toi, puis là, parce que t'es fatigué, puis parce que ton cerveau est au ralenti. Je me souviens, je pouvais suivre 8 conversations à table. 8. Je te parlais à toi, et je suivais 8 conversations. Je terminais avec toi, je disais, ah oui, t'as dit un truc tout à l'heure. Toi, t'as dit ça, oui, oui. Sans problème. Après, c'est passé à 3. Après, c'est passé à 2. Après, c'est passé à, OK, une conversation. Après, c'était, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Après, est-ce que tu peux répéter 5 fois ce que tu as dit? Et puis après, je fallait me concentrer, tu cherches tes mots. Ma mémoire est affectée encore aujourd'hui, puisque il y a des gros pans de ma vie qui ont disparu. Il y a plein de choses, j'ai perdu plein de souvenirs. Parce que ton cerveau est sous-oxygéné pendant des années. Et donc, le premier truc qui est affecté, c'est la mémoire. Incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, qu'on doit me rappeler. La machine m'a sauvé la vie, mais il faut que je porte la machine chaque jour. Il faut que tu l'amènes avec toi. 2017, t'es en Nouvelle-Calédonie, puis une autre petite surprise encore. Oui, j'ai eu un 6 ans de galère. Incroyable. 6-7 ans de... les merdes qui venaient de tous bords, tous côtés. Donc là, c'est la vie en même temps, c'est la vie. Puis tu regardes ça avec du recul. À chaque fois, il y a des choses que je devais apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre? C'est quoi le message de tout ça? Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Wow. C'était ça. Tu dis, tu es plus fort. Parce que je suis passé au travers, puis je regardais tous les gens autour de moi s'effondrer. Des gens que je croyais forts et qui s'effondraient. Et puis moi, mais ils disent, je vais passer au travers. Je vais continuer. Puis les gens, ben non, mais c'est fini. Là, on était quoi, en 2006, 2007. Ah ben lui, il se relèvera jamais de ça. C'est fini. Puis je dis non, il n'y en a pas question. 2017, oui. C'est donc une triple embolie pulmonaire qui te frappe et là, tu es en Nouvelle-Calédonie. Voilà, triple embolie et un infarctus pulmonaire par la suite. Et c'est un concours de circonstances. C'est un accident. On me retire un cathéter qu'on m'avait mis pour... un autre truc pour un streptocoque que j'avais chopé à l'hôpital. Et donc, j'ai failli mourir 2 fois. Je suis aux soins intensifs. Je dois passer 1 mois à l'autre bout du monde seul en Nouvelle-Calédonie pendant le temps des fêtes. Le premier hiver de ma femme au Québec avec mes enfants qui sont là. Ça a été très dur. J'en parle dans le spectacle, mais j'ai pu avoir une conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Donc ça aussi, j'essaie toujours de voir le bon côté. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ben là, tu as cette conversation avec toi-même, tu dois te parler, tu dois réaliser des choses, tu dois lever le pied, tu dois faire, OK, ben je vais lever le pied, passer un peu plus de temps avec ta famille. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir à faire une sorte de voyage intérieur. Exact. Un travail sur toi-même, la pandémie. Donc tu pars de showman à chômeur. Voilà. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Au début, tu es content, tu dis, bon, je devais revenir après 3 ans en France. C'était prévu comme ça. C'était, je termine ma tournée au Québec, j'ai 1 an pour réécrire un nouveau show et je recommence donc 3 ans prévu comme ça, 3 ans, pandémie. Là, on dit, ah ben, les théâtres sont fermés pendant 1 mois. Là, je fais yes, ça me permet de peaufiner le show, de l'apprendre un peu plus. Super, 1 autre mois. Ah, OK, cool, c'est bien, cool. 3 mois, 4 mois. Après, c'est l'enfer. Donc, on continue à écrire. On se retrouve avec 4 heures de show. Parce qu'on a continué à écrire pendant 2 ans. Quand je suis sorti de Nouvelle-Calédonie, j'ai dit, je veux faire de la PNL, je veux chanter. Je termine mon album, mon mini-album. Et ça, je voulais faire depuis 30 ans. 30 ans, ce mini-album. En anglais, mon truc à moi, j'engage mon équipe. Je fais ça, je me sens entouré de gens hyper talentueux, beaucoup plus que moi en musique. Et puis, je suis très fier je l'ai pas sorti en France, je l'ai sorti au Québec et en Suisse. Donc, j'ai passé du temps avec mes enfants qui me voyaient. C'était cool de les voir, de faire tout ça. Mais à l'intérieur, t'as l'impression d'être en prison. T'es en prison. Parce que tout le monde, tu vois tout le monde bosser autour de toi, sauf toi. Parce que tout le monde
bossait par Zoom, où tout le monde retournait bosser au bureau, mais nous, les artistes... C'est surtout pour un gars super actif, un leader, un fonceur. Oui. J'ai gardé le moral 2 ans, puis j'avais beaucoup d'amis qui disaient, putain, je t'admire, t'as gardé le moral, c'est toi qui boostais les autres et tout, mais 6 mois de plus, j'aurais craqué. 6 mois de plus, Qu'est-ce que tu veux dire? T'aurais fait quoi? Mais j'aurais déprimé. Ouais, 6 mois de plus, je pense. J'aurais pas tenu 6 mois de plus. Assez, c'est assez, quoi. Ouais. Dans ces moments de creux de vague dans notre vie, parfois, évidemment, on retrouve toutes ces racines dans notre enfance. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 10 ans que tu étais pour le préparer à tout ça? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme mot, comme phrase dont il aurait eu besoin? Tiens, prends le téléphone et parle-lui comme s'il était au téléphone. Qu'est-ce que tu lui dirais en face à face? Ose. Fonce. Qui ose gagne. Tu vas y arriver. Aie confiance en toi. Oublie toutes les peurs. Tu vas y arriver. Fonce. Va t'entraîner. Fais des arts martiaux à fond. Et n'essaye pas de faire plaisir à tout le monde. Pense un peu à toi. Pour quelle raison il aurait dû entendre ça? J'avais de l'ambition, mais j'avais peur en même temps. Je réfléchissais beaucoup moins que maintenant. Parce qu'avec l'expérience, tu te dis, ouais, mais il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui peut arriver. Et je me souviens, quand je suis arrivé ici aussi, la France est très cartésienne. Donc, ça m'a affecté. De ce côté de dire, mais il faut analyser tout. Les choses passent souvent par le filtre de la logique en France. Puis après, le projet, il est comme ça, puis tu le passes par la tête, puis après, il devient comme ça. Puis OK, on y va. Mais c'est ça le projet maintenant. Au Québec, on fait l'inverse souvent. Plein d'idées. Yeah! Ça part par le ventre. Puis après, ça monte à la tête. Puis tu fais, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé à ça. Mais c'est pas grave. On va le faire quand même. C'est peut-être pas le projet qu'on voulait faire. Mais il a encore une bonne taille. On se bloque moins. Voilà. Mais on y va quand même. On se censure moins. Et je le vois quand j'allais bosser avec des auteurs québécois. Ils disaient, tu réfléchis trop. C'est vrai qu'en France, c'est très cérébral. Ouais. L'opposé, c'est le peuple québécois qui est un peuple émotif. C'est ça. Et c'est marrant parce que c'est le portrait d'Anthony qui est vraiment émotif. C'est un gabarit il fait 3,50 m. Il est immense. Le gars, il a des bras, on dirait mes cuisses. Enfin bref, c'est le gars costaud. Mais à l'intérieur, c'est vrai que tu es d'une grande sensibilité. Grande sensibilité, et je ne retiens plus cette sensibilité-là. Ah. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à tout compartimentaliser. J'arrive à le faire encore très bien aujourd'hui. Mais j'ai plus envie à certains moments. Quand je suis sur scène, et puis il y a un truc qui m'émeut, c'est des larmes de joie. Oh, wow. Je me laisse pleurer. Quand le public, à la fin, ils se lèvent et puis ils applaudissent, ça me touche. Et je sens toute l'émotion. C'est ça. T'enlèves la coquille de protection. Je suis assez empathique, donc je vais parler à quelqu'un, puis la personne va être triste, je vais ressentir la tristesse. Et puis, donc là, je mets peut-être moins de barrières. Donc, parce que j'ai fait longtemps quand mes parents étaient mourants et tout. Puis, tes parents sont mourants et tu dois les faire rire, les gens. Le jour de la mort de ma mère, j'étais sur scène. Oh, wow. Donc, tu mets ça dans une boîte, tu y vas, et puis, quand tu franchis le seuil de la porte de la loge des coulisses et qui mène à la scène, mais tout reste derrière. Là, c'est que l'artiste qui est là. Puis l'homme, il est dans les coulisses. Quand t'as des soucis dans ta vie perso, c'est là où ce métier est très, très difficile. Déjà, t'es seul sur scène, mais tu dois faire rire les gens, même quand toi, t'as de la peine. Quand toi, à l'intérieur, t'es en larmes et t'as pas envie de monter sur scène. J'ai des moments bien précis dans ma vie où je me souviens, je suis dans la loge, je suis au bout émotionnellement. Et puis, Anto, il faut y aller. Je me regarde, je me parle, je respire, je change ma respiration. Je bouge, OK. Je deviens Anthony Cavana. Wow, incroyable. Ouais. Je mets le masque de l'humoriste. Et surtout, je me dis, les gens ont payé. Ils en ont rien à foutre de mes états d'âme. Ils sont là, ils sont dans la salle. Ils ont payé. Ils veulent rigoler. C'est mon métier. Je suis là pour ça. J'y vais. On va rentrer dans la tête d'Anthony. Rentrons dans la tête. L'idée, c'est d'avoir un objet qui t'inspire, que tu choisis. On va se rapprocher de l'objet. Donc, plante en plastique. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Donc, tu me dis, finalement, moi, mon truc, c'est la plante. C'est la plante, la verdure. C'est la nature, c'est la verdure. Je me sens bien dans la nature, je me sens bien près de
près d'une plante, je prends son énergie. La nature, c'est une façon pour toi de te ressourcer seul, alors que tu dois performer en public. Oui, seul et avec mes enfants, ou ma femme et enfants. S'il y avait quelque chose que tu devais recommencer, tu recommencerais quoi? J'aurais géré le problème d'apnée du sommeil plus tôt. Si j'avais su que je faisais de l'apnée du sommeil, mais je l'aurais géré dans la vingtaine. C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé devant un miroir et que tu t'es dit « je t'aime » Je m'en souviens pas. Parce que tu sais le dire aux autres. Oui, oui, beaucoup. Mais moi, c'est vrai que je me souviens pas. C'est une très, très bonne question. Adieu, Franck. Vive les plantes. Je t'aime. S'il y avait une question que tu aimerais que je te pose, dont tu sais que la réponse est très importante pour toi. Je suis obsédé par l'équilibre. Donc, comment garder l'équilibre tout le temps. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Comme tout le monde. Et dans quel moment tu n'arrives pas à garder l'équilibre? Quand je suis trop fatigué. Ce qui influence ta volonté et ta bonne humeur, c'est le manque de sommeil et le sucre. Quand je dors mal, je sais que j'ai moins de volonté, j'ai moins envie de faire plein de trucs. Voilà, c'est là où je suis déséquilibré. Quelle est ta façon à toi de prendre du recul sur le personnage qu'on a sur la scène, qui doit donner et forcément faire rire? Dès que tu ouvres la bouche, tu dois faire rire. Et comment tu arrives à faire le distinguo avec ta vie privée où tu ne te sens plus obligé de redonner autant? Alors, il y a eu des étapes différentes dans ma vie. Quand j'ai commencé, j'étais le mec qu'on voyait sur scène, c'était le même dans la vie, des blagues tout le temps, l'énergie, Après 7-8 ans de carrière, tu fais, ben là, c'est un métier. J'ai pas envie d'être comme ça tout le temps, d'être à 100% 24 heures sur 24. Yeah! Donc, on prend du recul, puis on se dit, ben, j'aimerais que les autres me fassent rire. Le besoin de reconnaissance, je l'ai. J'ai pas besoin d'être au centre de l'attention tout le temps quand je suis hors de la scène. J'ai pas besoin de ça. Les autres peuvent être au centre. Je les laisse, faites-moi rigoler. J'ai pas besoin d'être celui qui fait. Là, tu as besoin de recevoir aussi. Si c'est moi le centre de l'attention tout le temps, je n'observe pas et je ne peux pas créer. J'ai besoin de voir comment vont agir les autres, comment ils bougent, comment ils parlent, comment ils vont danser, voilà, tout. Quand tu es inconnu, tu es le petit oiseau qui regarde. Quand tu deviens connu, tu deviens le poisson dans un bocal. Oh, wow. Donc ça, pour la créativité, c'est mauvais. Pour moi, pour ma créativité à moi, c'est moins bien. Donc c'est pour ça que j'écris toujours avec quelqu'un d'autre qui t'apporte du recul aussi. Qui m'apporte du recul. Et de l'oxygène, ouais. Les 2 derniers shows, je prenais quelqu'un qui avait 10 ans de moins que moi à chaque fois. OK. Comme ça, il a un pied. Il avait cette fraîcheur. Un pied dans la génération plus jeune que lui, un pied dans la génération qui suit, et on se rejoint là. Et moi, j'ai un pied dans la génération aussi qui est plus vieille que moi. Donc lui, il va me dire, ben non, on ne dit pas ça maintenant. Oui. Les jeunes ne parlent pas comme ça. Ouais. Tant que c'est pas un pied de la tombe. Voilà, j'ai la chance d'avoir un public qui est large et que ceux qui m'ont découvert il y a 24 ans maintenant viennent me voir avec leurs gamins. Aux yeux de ton public, tu parles toujours autant aux jeunes, comme tu parlais aux jeunes à l'époque. Le secret, c'est quoi? T'es toujours le grand frère, toi? De rester conscient qu'il y a des exemples dans ce show-là. On se dit, OK, bon, là, on va faire un numéro pour les 45 ans et plus. Il y a des ados dans la salle qui viennent avec leurs parents. Donc, on fait un numéro pour eux. Donc, ici, là, tu vas sauter partout, tu vas faire des bruitages, tu vas des grimaces pour plaire aux plus jeunes. Là, tu vas faire un truc familial. Là, tu vas faire un truc plus rentre-dedans, plus osé, plus osé. C'est bien, c'est un compliment, mais tu restes très frais sur la scène, finalement. Merci. Si on faisait maintenant le dos à dos coaching. Allons-y. Allons-y. Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui? Entre 6 et 7 parce que je m'ennuie de mes enfants. Parce que là, ça fait 3 semaines que je les ai pas vus, donc je trouve ça très, très Donc quand tu es avec tes enfants, t'es à 10? C'est jamais parfait, bien sûr. Parce que des fois, je veux les étrangler aussi. Ouais. Non, j'ai des enfants formidables. Quand je suis avec mes enfants, je suis à 9. Ouais. Je suis à 9. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? Très bonne question. J'ai une définition pour le bonheur, qui est une réussite déjà. C'est être et oser être. D'après toi, quel est ton obstacle principal au bonheur? Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil et sortir du... quelquefois, je suis un peu trop dans le mental. Quel projet te ferait le plus plaisir? Un premier rôle dans un film américain. Voilà. Oh, wow. Si demain, on supprimait ton plus gros problème, à quoi ressemblerait ta vie? J'aurais beaucoup d'énergie.
J'aurais 10 kilos en moins. Et Donc, plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer de l'intention à l'action? C'est l'hypnose. J'ai déjà essayé 3 fois avec 3 hypnothérapeutes différents et puis ça n'a pas marché. Donc, peut-être trouver le bon hypnothérapeute. J'ai besoin d'apprendre à dormir en avion, en train, en voiture. J'ai beaucoup de décalage horaire. J'aimerais, comme certains hommes d'affaires que je vois à côté de moi qui ils s'assoient et puis se réveillent. Ça, j'aimerais ça. Ton spectacle pour cette rentrée fait un carton, c'est énorme. Qu'est-ce qui serait la secret sauce de ton spectacle? Je veux faire du bien. Ah. Je veux faire rire. Je veux que les gens sortent avec la patate, le sourire. Je dis que c'est un lave-linge, un lave-cerveau. Tu sors et t'es léger et t'as rigolé puis t'as des outils pour être un peu plus heureux. Quel est le courriel que tu aimerais lire demain? Le truc, baguette magique, conte de fées, miracle. Hi, my name is Steven Spielberg and we're shooting this new movie. Bonjour, je suis Quentin Tarantino et je veux que tu joues avec moi. Quelle est ta plus grande peur? J'avais pas peur de la mort. J'ai eu peur de la mort pour la première fois quand mes enfants sont nés. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'on se moque de mon intelligence et qu'on essaye de limiter mes libertés. Là, tu nous dis ça parce que tu es un superbe chanteur, tu es un comédien, tu es un acteur, tu es un humoriste, tu es un coach, tu es un conférencier. Et finalement, ça te va bien, ça? Ben, j'ai de la difficulté à comprendre les gens qui veulent mettre les gens dans des cases. Laisser les gens vivre. Voilà. Vivre et laisser vivre. Si on devait finir ces phrases, la vie, c'est? La vie, c'est une école. Les gens sont? Les gens sont un peu perdus en ce moment. Et je suis? Je suis content d'être là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui sont dans une galère en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour se sortir de ce tunnel sans fin? Que c'est temporaire. Tout est temporaire. Il y a des vagues. C'est le cliché, tout ce qui descend doit remonter, mais tout est temporaire. Anthony Cavana, allez le voir sur les planches, il est incroyable. Consommez du Anthony, on adore en tout cas nous chez Globe, parce qu'il nous donne de l'énergie, du sourire, de l'inspiration et de l'oxygène. Merci Anto. Merci à toi, merci à toi. À bientôt. Frank Nicholas. J'espère que cette nouvelle vidéo aura pu t'apporter un maximum de valeur ajoutée dans ta vie, t'aura gorgé d'énergie et a provoqué surtout de multiples idées. D'ailleurs, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Et pour poursuivre l'aventure, parce que ce n'est que le début, pour t'aider à atteindre tes objectifs, ta vision, ton rêve, ton projet, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. Je l'ai intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». Tu vas découvrir dans ce livret digital comment exploiter au mieux tes capacités pour devenir plus performant, plus efficace dans ta vie, dans tes affaires. Et on va voir ensemble comment progresser pas à pas vers ton sommet. Pour obtenir, bref, ce livret digital, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît maintenant.